on va passer au deuxième cours, qui est le cours de psychologie chez l'enfant. Comme je vous ai fait deux cours que l'introduction, c'est un petit peu une prise de contact, ensuite dans le bain de la discipline. Il faut savoir revoir tout ce dont j'ai parlé en détail, cours par cours, que ce soit cette année ou l'année prochaine. En ce qui concerne l'approche psychique chez l'enfant, il faut savoir que quand on a un enfant, il ne peut pas se comporter de la même façon par rapport à l'adulte. Il faut adopter un comportement qui est spécifique à l'enfant. Alors vous allez me dire, oui, les enfants sont difficiles, il y a beaucoup qui ne les prennent pas en charge, et ce n'est pas pathologique de ne pas pouvoir prendre en charge l'enfant. Vous avez différentes alternatives et différentes solutions à la prise en charge de l'enfant. Il faut surtout pas, moi je ne prends pas en charge les enfants parce que sur le plan pédagogique, ce n'est pas correct. Et si vous avez des parents qui peuvent aller se plaindre, ils vont aller se plaindre et ils vont avoir gain de cause. Il faut toujours essayer. C'est chronophage. Je suis d'accord avec vous. Ça veut dire quoi chronophage? Ça prend beaucoup de temps. Donc, ça prend beaucoup de séances. Et c'est vrai que quand on a un cabinet, quand on a des charges, c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'il faut adapter un petit peu les soins d'odontologie pédiatrique. Je pense qu'il faudrait qu'ils soient tarifés à la séance et pas à l'acte. Alors, cette prise en charge, elle va constituer un défi. Et que vous allez ressentir si vous allez à prendre en charge un enfant de A à Z, vous allez ressentir une satisfaction qui est immense. Et aussi, donc, vous allez vous retrouver incompétent. Donc, vous allez avoir des enfants qui crient, des enfants qui ne sont pas coopérants, des enfants qui vous guettent. Il est très important aussi que vous ayez la compétence et les connaissances qu'il faut pour prendre en charge cet enfant. Donc, c'est-à-dire que vous ayez une compréhension du développement cognitif et psychomoteur de l'enfant, qui sera la clé de la réussite de la prise en charge. Donc, et on va enseigner des techniques comportementales et différentes approches en fonction de l'âge et du caractère de l'enfant. S'il vous plaît, désactivez vos micros. Alors, le développement de l'enfant, s'il vous plaît, les micros. Le développement de l'enfant va être caractérisé l'enfant va passer par 4 périodes. Vous avez, s'il vous plaît, les micros. Donc, l'enfant va passer cette période. Vous avez la petite enfance, la période scolaire et l'adolescence. À chaque période, donc vous allez avoir des comportements particuliers et vous allez adopter une attitude particulière au cours de ces 4 périodes. Alors, pour la petite enfance, c'est de 0 à 2 ans. Vous allez me dire, ouais, les enfants, ils consultent, les jeunes consultent. Oui, ils consultent de 0 à 2 ans plus tôt. Donc, vous pouvez avoir les précoces de l'enfant qui vont survenir à cet âge. Vous pouvez avoir des dents néonatales. Donc, voir aussi des parents qui veulent, qui s'inquiètent pour la bucco-dentaire et orale de leur enfant. Donc, ils vont venir consulter. Alors, ce plan cognitif, cet âge, il est caractérisé par ce qu'on appelle le stade oral. C'est quoi le stade oral? Vous avez remarqué, si vous avez des petits-enfants, des cousins ou des parents dans votre entourage, qu'à cet âge, ils veulent tout mettre dans la bouche. Donc, ils découvrent tout par la bouche et la succion. Donc, il va découvrir le monde. Donc, à cette période, donc l'enfant, il est capable de comprendre les bienfaits du soin et il ne peut pas coopérer. Ne demandez pas à un enfant de 2 ans de coopérer parce qu'il n'est pas dans un stade où il va pouvoir comprendre ce que vous lui faites.
Donc, les pleurs sont justifiés. Donc, plus, alors les pleurs, ils sont signes d'un inconfort, de peur, d'appréhension. Donc, c'est vraiment qu'il ne connaît pas. Il a peur de tout, des stimuli brusques, donc du stick lumineux, de tous les bruits qui est engendré par notre instrumentation, de la forme des instruments. Donc, c'est une anxiété qui est développementale, c'est-à-dire qui est normale, et pas une anxiété qui est pathologique, qui correspond à un processus donc de socialisation et de prise de conscience de soi. C'est-à-dire que l'enfant se dit, s'il a peur, s'il crie, s'il bouge, ce n'est pas de sa faute. C'est un comportement qui est normal. Ce n'est pas un enfant qui est anxieux ou un enfant qui souffre de troubles psychologiques. Alors, quelle attitude adopter au cabinet dentaire lorsqu'un enfant se présente à cette période? Donc, l'enfant, il ne peut pas être séparé des parents. Donc, l'enfant, il doit être avec la maman ou le papa. Alors, pour l'examen clinique, on va adopter l'examen, donc la méthode du genou à genou, la tête de l'enfant sur le du praticien, donc, et le corps est maintenu par le parent. Vous avez donc les parents qui jouent un rôle fondamental en essayant donc d'apaiser les angoisses, en essayant de le rassurer, en essayant de lui expliquer. Il faut savoir qu'on ne connaît pas l'enfant, c'est pas ce qu'il aime pas, c'est rituel. Par contre, les parents, donc ils sont quotidiennement avec leur enfant, donc ils savent comment rassurer, ce qui leur fait plaisir, ce qui leur crée encore plus d'angoisse. L'enfant ne coopère pas, il est dans cette phase développementale et comportementale où il ne peut pas coopérer et c'est inutile de devoir essayer de lui faire comprendre qu'il soit soigné et tout, il ne va pas comprendre. Et il faut éviter tout ce qui est gestes brusques et anticiper ses réactions parce qu'on a des instruments qui sont dangereux, donc il faut y aller doucement par rapport aux cialytiques, par rapport aux instruments rotatifs que l'on va utiliser. Il faut savoir qu'au niveau de cette période, quand on a des patients qui se présentent un historique dentaire qui est dur, c'est-à-dire un carie précoce de l'enfant ou des extractions multiples, qui a une maladie générale où on doit faire une remise en état de la cavité buccale, les soins pendant la période vont se faire sous anesthésie générale, mais pas sous sédation consciente. L'anesthésie générale, pourquoi? Parce que la sédation consciente, elle nécessite une coopération de l'enfant. C'est vrai qu'on va mettre, vous allez voir ça l'année prochaine, donc c'est ce qu'on appelle le gaz hilarant, vous allez voir ça dans les films et tout. Ça va nécessiter une coopération de l'enfant. Donc là, petits examens et pour tout ce qui est prévention ou bien identification des problèmes, donc là, on peut éventuellement prendre en charge l'enfant de cette façon. Donc, plus l'enfant est jeune, il est capable de comprendre. Donc, il y a plus d'efforts que de douleur. Donc, c'est-à-dire les cris sont plus le signe d'une appréhension, d'une peur et d'une anxiété comportementale que la douleur peut lui infliger les soins dentaires. Donc, il est important que les parents soient présents au niveau de la salle de soins. Essayez de programmer des séances courtes et de séances le matin parce que plus l'enfant est fatigué durant plus, vous ne pouvez pas du tout le prendre en charge en fin de nuit ou au moment de la sieste ou lorsqu'il a faim parce que là, il sera très, très, très agité. La période, on a la deuxième période, la période préscolaire de 2 à 6 ans. Il faut savoir que la majorité des enfants vont en crèche. À partir de l'âge de 2 ans, les enfants, plus ou moins, pour les mamans qui travaillent, donc ou pas, ils vont en crèche. Donc, ce stade, on appelle ça le stade anal selon Freud. Freud, il faut savoir, vous connaissez Freud. Freud est un psychanalyste et psychiatre. Donc là, on est en train de définir les différentes phases psychologiques de développement de l'enfant. Le stade anal, c'est-à-dire l'acquisition de la propreté.
les réflexes sphinctériens. L'enfant à 2 ans, il ne se contrôle pas. Il ne va pas aux toilettes. Il porte la couche. À partir de 2 à essayer de lui faire acquérir ce réflexe en lui, physiologiquement, il peut se contrôler donc, et aller, excusez-moi, aux toilettes. Donc, on appelle ça le réflexe sphinctérien par rapport au contrôle du sphincter. Vous savez où se trouve le sphincter. Vous êtes des étudiants en médecine dentaire. Alors, l'enfant, il commence à s'approprier le jeu. À l'âge de 3 ans, il va développer une phase d'opposition, c'est-à-dire ce que vous lui dites, ce que vous lui demandez, il va vous dire non, je veux un bisou, non, manger, non, 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 non. C'est une réaction qui est normale et qui correspond à sa phase de développement. L'adulte est perçu comme une source de frustration parce qu'il va pour dire ne fais pas ça, ne touche pas ça, ne va pas loin, cours pas, ne fais. Donc, il va être aidé dans ses actions par les adultes. Il devient plus autonome, il commence à marcher, donc il commence à manger, même s'il est toujours assisté par les parents. Il fonctionne beaucoup par émission, donc de la fratrie ou bien du parent, d'où la nécessité d'introduire au plus tôt les réflexes d'hygiène bucco-dentaire chez les parents. Le parent, quand il a une hygiène bucco-dentaire et que l'enfant voit son père ou sa mère se brosser, donc il va par imitation, il va vouloir aussi faire la même chose. On a une persistance de l'entité développementale, mais un petit peu plus ciblée. Donc là, ça sera plus la lumière, ça sera plus les animaux, l'obscurité, les créatures imaginaires. Et durant cette phase, les rituels vont le rassurer. C'est-à-dire qu'un rituel, c'est répéter la même chose plusieurs fois. Avant rituel, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, vous avez pour une période de temps, vous reproduisez donc les mêmes étapes. Comment on va agir au cabinet dentaire, cette phase de développement? Donc là, la présence du parent est toujours souhaitable au niveau de la salle de soins. Toujours, il faut avoir des séances courtes parce que l'on s'impatiente. Au bout d'une demi-heure, il n'est plus là. Il va chercher ailleurs, il va chercher à jouer. Il a la notion de temps, donc il faut essayer donc un décompte, c'est-à-dire compter jusqu'à 10, ça y est, terminé. 1, 2, 3, c'est des techniques et donc il faut agir aussi, il faut toucher sa curiosité, il faut lui montrer que ça soit, il faut lui que c'est comme si il accédait à un jeu, faire descendre le fauteuil. Il faut que les praticiens talent de main aussi, il va les utiliser. Sur Instagram, il y a un compte Riverdale Pediatric Dentistery, donc un dentiste qui fait que de l'odontologie pédiatrique. Et il a des talents de sien. Ça marche à tous les coups avec les enfants. Et il faut aussi le laisser vous aider, donc c'est-à-dire toucher le rouleau de coton, un miroir, et instaurer un rituel. Vous allez lui dire, on va venir, on va s'installer, après on va faire ça et ça et ça. Donc aussi, il faudra éviter les rendez-vous à l'heure de là où il est fatigué, et aussi le soir lorsqu'il est fatigué, si on ne pourrait pas le prendre en charge. La période préscolaire, donc elle est plus à notre faveur. Donc là, l'enfant est de 2 à 6 ans. Donc l'enfant est déjà scolarisé. Donc, les particularités de 6 ans, c'est qu'il devient autoritaire, il devient dominant, il est très chiant, il a une volonté, il va vous dire ouais, je vais faire ça, et surtout que l'enfant il va vous dire pourquoi. Donc, il est fier de lui, il est grand, il colle. Et vers l'âge de 6 ans, lorsqu'il va à l'école, il commence à se scolariser. Donc là, il accepte l'autorité parce qu'il a déjà cette autorité au niveau de l'école, qui est la maîtresse, il va s'asseoir, il doit recevoir un certain savoir. S'il ne le veut pas, il est là, il s'assoit. Donc, il a des limites et des interdits. En ce qui concerne la curiosité de l'enfant, il faudra dire une curiosité qui est une curiosité plutôt développementale, c'est-à-dire par rapport aux choses qu'il ne connaît pas, d'une curiosité qui est une
certaine anxiété. Donc, si l'enfant commence à vous poser plus de questions qu'il n'en faut, on est plus dans l'anxiété et pas dans la curiosité. Il faut adapter les méthodes de comportement. Alors, au cabinet dentaire, donc il a la capacité à venir au niveau du cabinet. Donc, il est conscient, c'est-à-dire les parents vont lui parler, il sait où il va. Chirurgien dentiste, en quoi consiste un chirurgien dentiste, un dentaire. Donc, il faut s'intéresser à lui, il faut s'intéresser aux vêtements qu'il porte, à ses personnages de dessins animés préférés. Est-ce que vous pouvez répéter le compte Instagram? Ah oui, je vais vous donner le compte à part. Il faut l'encourager. C'est le renforcement positif. Encourager, oui, il faut expliquer vos procédures, ce que vous allez lui faire et essayer. Une fois que vous appliquez ces procédures, il faut essayer de lui montrer ce que vous allez utiliser comme instrument et ce que vous allez lui faire par un langage qui puisse comprendre. La notion donc, de pas encore acquise, il faut travailler sans arrêt, c'est-à-dire gagner du temps donc, de votre prise en charge, donc éviter les pauses et se canaliser uniquement sur votre enfant. Alors, la période scolaire de 7 à 12 ans, vous avez là une scolarisation, donc il développe des relations sociales, il est relativement indépendant tout seul, il s'habille tout seul, il peut s'adapter aux contraintes. Donc, pour rester donc, au niveau du temps, donc, on a une latence particulière, on peut aussi faire plus de soins, les séances elles peuvent être plus longues. De 8 à 9 ans, donc vous pouvez discuter avec lui, il va revendiquer, donc il a une responsabilité, donc il faudra le responsabiliser, lui dire voilà, il faut l'hygiène bucco-dentaire, insister sur l'hygiène bucco-dentaire et l'hygiène alimentaire. Et il faut être ferme dans certaines situations, donc il faut user de fermeté. Donc à 10 ans, normalement, on n'a pas censé avoir de cris et de tout ce qui est des signes d'anxiété. Si on a ce type de problème, c'est qu'on est sur un comportement qui n'est pas normal, sur un enfant qui est anxieux, sur un enfant qui est stressé. Et là, il faudra adopter d'autres techniques. À l'âge de 10 ans, il aime agir comme un grand, donc agit surtout par imitation. Il faut le mettre en compétition avec la fratrie. Non, moi je peux, moi je sais. Et là, donc, on peut plus ou moins faire beaucoup de choses à cet âge-là. On va passer aux lunettes et à ce que doit porter le dentiste. Donc, vous allez avoir au niveau de la technique, des techniques non verbales, je vais vous expliquer l'intérêt. Donc, au cabinet dentaire, donc, à cet âge, donc l'enfant va vouloir défier votre autorité. Je n'ai pas envie, donc il faut essayer de trouver la faille en utilisant son amour-propre, sa fierté, son courage, encourager, ça reste son prix de responsabilité, il est grand, donc il peut faire ceci et cela. Il faut essayer de repérer ses centres d'intérêt et ne pas surestimer ses capacités. C'est-à-dire que ça reste toujours un enfant, ce n'est pas un adulte. La période de la préadolescence et de l'adolescence, ça va être caractérisée par des changements physiques et émotionnels, donc et hormonaux qui sont importants. Donc là, en plus, on sort d'un enfant qui est introverti.
Il va avoir l'acquisition de l'identité, donc de l'indépendance, de l'autonomie. Il va vouloir être rassuré. Donc, chez les adolescents, il faut éviter de faire d'un type oui, c'est quoi cet état bucco-terre, stade d'écrit. Il faut essayer de tenir ce type de langage, plutôt aller dans un langage qui est positif et pas négatif. C'est-à-dire, il faut avoir une meilleure hygiène, il faut venir plus souvent. Vous aurez plus des enfants qui vont porter des traitements orthodontiques. Donc, le traitement orthodontique, donc, c'est un facteur de tension de plaque. Donc, l'enfant sera au risque carieux. Donc, il est peu sensible à la notion de risque. Donc, c'est pour ça que les adolescents, ils aiment les sports extrêmes. Ils n'ont pas cette notion de risque. Ils n'aiment pas le dentiste, généralement, parce qu'ils refusent parfois les soins d'hygiène buccale. Mais ça, c'était avant l'Instagram, les réseaux sociaux, avant, je veux avoir des facettes, je veux avoir un sourire éclatant, je veux avoir de... Donc là, avec de la culture, de l'image, on n'a plus ce type de problème. Le dentiste est un adulte comme les autres, va vouloir s'opposer, mais je vous dis, par les temps qui courent, on a de moins ce type de comportement. On peut avoir un comportement très, très, très ancré. Donc, chez les enfants qui ont subi des traumatismes, et le dentiste, vous m'entendez là? Oui, c'est bon, madame. Donc si vous avez une forte opposition, là, ça veut dire que l'enfant, il a subi un traumatisme. Il était enfant chez un dentiste, il a eu une mauvaise expérience et depuis, il a cette peur j'ai un dentiste et il ne veut pas du tout coopérer. Donc, si vous avez des enfants qui portent déjà des traitements orthodontiques et qui se présentent à vous, ils sont déjà familiarisés et qui vous me à l'orthodontiste, il aura fait le travail à votre place, vous avez une carie ou autre. Et normalement, tout va se faire en amont du traitement orthodontique. Alors, au cabinet dentaire, donc, comme je vous l'ai dit, il faut savoir les écouter, il ne faut pas critiquer, il ne faut pas interdire, il faut tout expliquer et motiver à l'hygiène. Alors, certains signes sont le reflet de pathologies psychologiques. Nous, on n'a pas ce type. C'est pas très très fréquent, donc tel que la boulimie. Donc, vous aurez érosion, donc due au vomissement. Vous aurez des érosions donc sur pratiquement tout le temps et aussi certains signes de dépendance tels que l'alcool, le tabac ou la drogue. Donc, vous pouvez avoir chez un enfant de 15 ans donc la drogue, par exemple, des signes au niveau mais je pense que chez nous, c'est un petit peu, c'est pas très 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 fréquent. Alors, pour la relation de soins. Donc, cette relation, donc, elle va mettre en jeu le partenaire. Il faut considérer que c'est un partenariat entre l'enfant, les parents et le praticien. Donc, une relation de soins, elle peut pas être unilatérale, bilatérale. Donc, on est trois. Elle est triangulaire. Elle va intéresser l'enfant, le parent, le praticien. Donc, le praticien qui va sur l'enfant et sur le parent en même temps. Et l'enfant et le parent. Alors, une relation centrée sur l'enfant. Ça concernait le praticien. Donc, il faut être attentif aux besoins de l'enfant et répondre à ses attentes. Il faut analyser son comportement en fonction donc des différentes phases qu'on aura décrites.
adapter un comportement va avoir un comportement qui est adapté à ces différentes phases de croissance. Donc, il faut être empathique, c'est se mettre à la place de l'enfant. Être empathique, mais pas trop. Il ne faut pas que l'enfant prenne l'ascendant sur vous. Il faudrait comprendre ces différentes phases de développement comportemental, mais mettre des limites à votre empathie. En ce qui concerne, vous avez la mère, la présence de la mère. Bien sûr, de 0 à 4 ans, elle est indispensable, quel que soit le type de mère que l'on a. D'un certain âge, lorsque l'enfant il devient plus autonome, donc la présence de la mère peut être plus ou moins notable au niveau de la salle de soins. On aura 4 mères. Vous avez la mère surprotectrice, donc c'est une mère qui va besoin d'être rassurée elle-même. Elle est source de stress et d'anxiété pour l'enfant, donc exacerber cette anxiété de l'enfant, donc elle va perturber la séance de soins. Donc, on aura besoin d'elle, on va gentiment lui dire d'aller attendre de la salle d'attente. La mère, donc c'est la mère qui va tout permettre à son enfant. Donc, malgré le fait que vous ayez des directives, donc elle va pas vous aider. Au contraire, elle va vous dire non, il faut pas, je ne suis pas, il est en train de pleurer. Donc là, il faut lui demander gentiment d'attendre au niveau de la salle de soins. Vous avez la mère autoritaire. La mère autoritaire, bien sûr, elle va vous aider parce qu'elle va être là, constituer l'autorité. Mais il ne faut pas baser votre relation avec l'enfant sur cette autorité de la... Parce que là, donc, même elle va vous fausser le diagnostic. On va redémarrer la réunion dans 10 minutes, d'accord? Pour l'instant, pas encore, jusqu'à ce que ça se termine, parce qu'il nous reste une partie. Alors, une mère autoritaire, donc il faut lui dire que voilà, c'est bien d'avoir de l'autorité, mais l'enfant, il faudrait établir une relation de confiance et pas une relation abusive. Vous avez la mère bienveillante, donc c'est une qui est disponible, qui est attentionnée. C'est des mamans généralement font un travail énorme en amont du c'est-à-dire qu'elles vont préparer à la maison leur enfant en leur expliquant pratiquement toutes les étapes. Il y a des jeux maintenant sur Internet, il y a des vidéos ludiques et pédagogiques, donc elle va vraiment être d'un soutien et une aide qui est très, très, très importante et qui va contribuer à la réussite et au succès de vos soins. Donc, celle-là, besoin d'elle, il faut qu'elle soit présente. Pour le praticien, comme je vous ai dit, il ne faut pas être très empathique ni trop exigeant ou autoritaire, d'accord? Donc, il ne faut pas tomber dans l'acharnement thérapeutique parce que l'acharnement thérapeutique, il va se solder. Vous allez vous sentir incompétent, que l'enfant, il ne va plus vouloir coopérer. Et aussi, vous allez tromper l'enfant si vous criez trop, si vous le mobilisez, si vous avez un parent qui le frappe au fauteuil dentaire. Donc là, c'est des comportements qui ne sont plus autorisés. Un parent ne doit pas frapper son fils sur le fauteuil. Si vous sentez qu'il y a un problème, là, le parent, il est avec l'enfant, donc il s'explique avec son enfant. Il ne faut pas être faire partie prenante de cette relation, sinon l'enfant, il va s'associer à ça, donc à une expérience désagréable. Donc, une fois qu'on aura déterminé donc, les différentes phases comportementales, la relation de soins, donc là, on va voir les outils qui vont nous permettre de gérer le comportement de le cabinet dentaire. Il faut savoir que vous avez deux types des techniques de communication et des techniques de contrôle du comportement. Alors, il faut savoir qu'au cabinet dentaire, il est influencé par différents stimuli, donc auditifs, les bruits, visuels et olfactifs. Donc, par la technologie, on va utiliser une caméra intrabuccale, on va utiliser la radio, on va utiliser des aides optiques.
Et les nouvelles règles d'asepsie, aussi la salle d'attente. Donc, quand on pratique la pédodontie exclusive, donc là, on va investir, on va pas faire que ça, on va investir sur la salle d'attente, donc on va coller des personnages ou dessiner des personnages, avoir des chaises qui seront adaptées à l'enfant. On va aussi choisir les couleurs qui seront le plus apaisantes et des couleurs qui vont attirer l'enfant. Ça, c'est pour la pratique de pédodontie exclusive. Par contre, si vous êtes un omnipraticien, donc vous pouvez réserver un petit espace pour l'enfant, un espace de jeu. Donc, vous achetez des jeux en bois, un tableau, un petit tableau, des crayons, du papier. Donc, aménager un petit espace, ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Et aussi, ça va aider, conditionner favorablement donc l'enfant aux soins. En ce qui concerne donc les nouvelles règles de l'asepsie, malheureusement avec le Covid, ça se complique parce que là, on porte des tenues, le FFP2, la visière, aussi donc la surblouse, des combinaisons. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est une visière, on peut avoir des stickers, on peut avoir des combinaisons colorées, rose, bleu. Donc on peut agir sur ça. Mais généralement, les enfants, maintenant, ce qui est bien, donc, c'est que tout le monde ils savent ce que c'est qu'un masque, donc ils sont conditionnés à voir avec un masque. Les techniques de communication, c'est des techniques qui vont aider l'enfant à avoir une attitude positive vis-à-vis des soins. Donc, elles peuvent être utilisées simultanément. On a la communication verbale, la communication non verbale, donc, et le renforcement de la technique tel show do, c'est-à-dire expliquer mon et faire, et le renforcement positif. On va varier ces différentes techniques. La communication non verbale. Alors, comment je peux communiquer en n'utilisant pas de mots? D'abord, regard. Le regard est très important. Il faut avoir un contact visuel avec l'enfant. Donc, la tenue professionnelle. Tenue professionnelle, il faut avoir une professionnelle. Si vous êtes dans un exercice exclusif de pédo, donc vous investissez sur des tenues qui sont créées, sur des tenues où il y a des personnages dessinés. Il faut toujours avoir le sourire est rassurant. Il faut pour le toucher de l'enfant, donc l'enfant peut-être, si vous mettez votre main au niveau de l'épaule, il peut être rassuré. Vous avez une attitude, c'est-à-dire vous vous mettez à la position de cette main, donc vous vous inclinez légèrement votre corps, donc et vous vous mettez au niveau. Donc la distance de communication, donc au début, il faut maintenir une certaine distance. Un enfant aussi, il faut avoir de la distance, mais progressivement, donc cette distance sera réduite parce que vous allez voir sa réaction et là, il va vous permettre un petit peu d'entrer dans son espace. Et la modulation de la voix. Donc la voix, elle est très importante partout, même pour un adulte, même pour moi. Donc j'ai un ton qui est doux, et quand j'entends du bruit, je hausse le ton. Donc, je baisse le ton pour abaisser, j'abaisse le ton pour apaiser plutôt l'enfant. Donc, quand j'ai envie, je vois que l'enfant a besoin qu'on fixe des limites, je hausse le ton. Donc là, à aucun moment j'ai parlé. C'est comportement. Donc, vous avez le sourire, la tenue, donc professionnelle. Donc, bon, ça c'est de protection. Alors, en ce qui concerne l'enfant, généralement, on lui donne un peu de noir pour qu'il voit ce qu'on lui fait. Donc, pour les lunettes, donc il faut savoir qu'on utilise une lampe quand même halogène et il faut qu'on lui mette ses lunettes, donc dans un but de protection. Et aussi, donc, dans un but encore ludique, voilà, c'est des lunettes, c'est super, qui ont des super pouvoirs, où tu vas voir la vie bleue, tu vas voir en rose, tu vas voir jaune, donc c'est plus des astuces. Donc là, le toucher. Donc, si vous touchez l'enfant, donc c'est une proximité, il va être rassuré. La danse de communication, le miroir va vous aider. Au début, vous êtes après, au fur et à mesure, vous allez lui dire ce que vous allez lui faire. Donc, sur lui, ça va vous aider dans votre approche dans votre approche psychologique, le toucher.
Alors, pour les garçons, évitez de toucher les filles. Même pour les rassurer et tout, ça, je vous le dis. Donc, et quand vous avez des filles dans vos cas, quand vous avez des petites filles, quel que soit le profil, il faut qu'elles soient là-bas. Pour ne pas avoir de problème d'ordre médico-légal, vous pouvez tomber sur des gens qui sont mal intentionnés. Malheureusement, c'est ça la vie. Donc, voilà. C'est juste une petite parenthèse. Avec la communication non verbale, qu'est-ce que je vais pouvoir transmettre à l'enfant? Donc, selon l'American Academy of Pediatric Dentistry, je vais lui dire que je te vois une personne, que je vais essayer de répondre à tes besoins, que je suis compétente, je maîtrise la situation, que je suis capable de t'aider dans cette petite épreuve et que je ne ferai rien contre toi ou pour te faire rien qui puisse te faire du mal. La technique tel chaud d'eau. Alors, pour la technique tel chaud d'eau, donc là, on est la communication qui est alors, on va faire dans la technique tel chaud d'eau, c'est qu'on va aider à l'enfant ce qu'on va lui faire par un vocabulaire qui lui soit adapté, d'accord? Il faut montrer donc les différents aspects des instruments qui vont être utilisés. Visuel, vous présentez l'instrument, auditif, va fonctionner, pas sur la bouche. Donc ça, tout se passe en amont de l'ouverture buccale. Donc, et tactile, donc vous faites toucher l'instrument par l'enfant. Olfactif ou gustatif, vous avez les anesthésies de contact, donc où les pâtes prophylactiques sont bons, donc ils sont la fraise, la menthe. Donc là, c'est toujours une approche olfactive. Et à la communication non verbale, donc on sait faire la différence entre communication non verbale et communication verbale. Alors la communication verbale, c'est tout ce qui va en relation avec le toucher, avec la position, avec le visuel, avec la voix. Donc là, on va passer de communication verbale. En la première la technique de tel chaud d'eau, vous en avez entendu parler, expliquer, montrer et faire. On va expliquer à l'enfant ce qu'on va lui faire avec un vocabulaire imagé, donc c'est-à-dire qui est adapté à l'enfant. L'enfant, il ne peut pas savoir ce que ça veut dire un contrant, une fraise boule, une fraise fissure ou cylindrique. Même avant d'entamer la chirurgie dentaire, vous ne saviez pas ce que c'était. Il faut montrer donc les différents de l'instrument qui va être utilisé. Donc, je vous ai dit visuel, il faut lui montrer, il faut lui présenter l'instrument. Auditif, vous le faites fonctionner doucement. Et tactile, donc l'enfant doit toucher l'instrument pour voir que c'est l'instrument qui va lui faire mal. Olfactif ou gustatif, donc c'est les anesthésies de contact. Je vous dis, il y a des anesthésies de contact de goût, menthe, de braise qui sont bons, donc qui peuvent conditionner favorable l'enfant. Donc vous avez aussi, donc il faut réaliser quand vous expliquez, vous montrez à l'enfant ce que vous allez lui faire, donc il faut, quand vous allez être en bouche, donc il faut reproduire exactement les mêmes étapes comme vous lui avez expliqué pour établir une relation de confiance entre vous et votre enfant. Le vocabulaire imagé que vous allez utiliser. Alors, vous allez utiliser certains vocabulaires, donc ouvrir la bouche, faire codile, par exemple. Il faut savoir que ces techniques, vous allez les utiliser pour des enfants entre le préscolaire de 4 à 7, 8 ans. Après, pas utiliser, vous allez avoir l'air ridicule si vous utilisez ce vocabulaire. Il est adapté à une certaine phase de croissance psychomotrice de la croissance cognitive, plutôt du développement cognitif de l'enfant. Donc, pour l'anesthésie, vous pouvez utiliser donc, le terme eau qui endort ou bien la pension. La piqûre, c'est un terme que j'utilise moi-même, c'est petit stick. Le mordonçage, comme il est en bleu, on va peindre ta dent en bleu. Donc, le fluor, donc vous allez utiliser, je vais te mettre du vernis.
Donc, pour la restauration provisoire, moi, j'utilise le terme de chewing-gum aussi. Il faut faire preuve d'imagination. La potion magique aussi, ça marche. Donc là, tel Chaudou, je montre l'enfant, je lui présente l'instrument, il le touche et après, je remets ça en bouche pour qu'il puisse se familiariser, donc qu'il puisse ressentir le même effet qu'il a ressenti sur son doigt, sur sa bouche. Dans la technique telle, show, do, expliquer, montrer et faire. Donc, vous avez la distraction, c'est une technique de communication verbale qui est. Donc là, il s'agit de détourner l'attention de l'enfant, donc pour qu'il puisse pas uniquement axer ses appréhensions sur l'instrument, sur l'aiguille, Il faut essayer de ne pas montrer l'aiguille. Donc là, vous aurez l'aide de votre assistante. Donc, l'aiguille telle qu'elle est présentée, donc vous pouvez hors de la vue, essayer de le distraire, détourner son attention, par exemple, vous posez des questions sur un objet qu'il aime bien, sur son animal de compagnie, les vacances, l'école. Aussi, donc, pour Lunette, votre camarade a posé une question à Lunette aussi, ça peut être un moyen donc, pour ne pas voir un petit peu les instruments qui pourraient une anxiété. S'il vous plaît, le micro. Une anxiété comportementale. Donc là, il faut essayer d'être un petit peu, d'être imaginatif et aussi d'utiliser que tout ce qui attire l'enfant. Donc là, vous pouvez être avec la maman. Donc là, vous avez une arme facile, la tablette. Donc vous pouvez autoriser l'enfant à ramener sa tablette, y mettre son dessin animé favori ou son clip favori, son jeu favori. C'est de la distraction. Il va se distraire. Et ça, c'est un outil de distraction pour donc médecin dentiste. Le renforcement positif est une technique de communication verbale. Donc, c'est-à-dire là, on va chercher à encourager l'enfant, à le valoriser, à un petit peu flatter son ego. Donc, merci de m'aider. Tu es très courageux, ta maman, il faut aussi chercher aussi les enfants aiment bien être récompensés, donc vous-même à votre niveau, bien sûr, pas récompense sucrée, s'il vous plaît. Donc des récompenses type un crayon ou bien un petit jeu ou bien le parent, donc vous pouvez sensibiliser le parent à ce qu'il puisse se récompenser. Bien sûr, insister sur le fait que ça soit des réponses qui ne soient pas sucrées, pas de bonbons, pas de chips, plus une activité qu'il aime faire, un petit gadget ou cadeau. Le slime, tiens, les enfants et le slime. Donc, pour les techniques de communication non verbale et verbale, maintenant, on va passer aux techniques de contrôle de comportement. Alors, les techniques de contrôle, donc, elles peuvent être utilisées, tous les enfants, donc un petit peu agressifs dans un premier abord. Il faut savoir que ces techniques nécessitent l'accord des parents. Sinon, les parents vont vous attaquer en justice ou bien vous faire une mauvaise réputation sur les réseaux sociaux. Alors, pour les techniques de contrôle de comportement, vous avez 3 techniques. Le stop signal, la modélisation, le contrôle vocal et la hand over mouth exercise, sur la bouche. Alors, signal, c'est-à-dire, vous allez voir avec l'enfant, donc à la moindre sensation de gêne ou de douleur, donc l'enfant, il a la possibilité d'interrompre la séance de soins, donc en levant, donc il va vous dire stop. Stop, mais il ne faut pas qu'il exagère. Il ne faut pas qu'avec 30 secondes, il lève la main. Il faudrait bien lui expliquer que oui, tu as un pouvoir, on t'écoute, on est là. On peut interrompre le soin, mais à certaines conditions. Vous avez la modélisation, donc la modélisation ou le modeling. Il s'agit donc d'apprendre
à se comporter au fauteuil en observant un autre enfant. C'est-à-dire, vous avez une fratrie, vous avez un frère plus âgé qui a l'habitude de venir dans votre consultation, vous introduisez le patient, donc il voit comment vous êtes en train de soigner son frère. Donc là, vous pouvez utiliser aussi le renforcement positif. Regarde, ton frère est courageux, donc il se laisse faire. Ou bien, même si ce n'est pas un membre de la fratrie, un autre patient, si les parents de l'autre sont d'accord, aussi faire cette modélisation donc sur la poupée ou sur le dos. Donc, là, il va se sentir responsable. Donc, il va agir. Vous allez lui montrer sur sa poupée ou son doudou comment il peut lui être un peu autiste, comment il peut faire, ce que vous allez lui faire à lui, il peut le faire sur son jouet. Ça contribue à gagner la confiance de l'enfant et à renforcer sa confiance en lui-même. La modélisation à partir de 7-8 ans, surtout vis-à-vis de la fratrie, ça donne bon résultat. Hein. Regarde lui comme il est courageux, regarde comme il se laisse faire, regarde ce qu'on lui fait. Pas mal, tu vois. Il faut toujours avoir un discours positif. Il ne faut pas avoir un discours négatif. Donc, ça va bien se passer. Même le terme mal, il faut utiliser. Donc, ça va bien se passer. On va t'enlever toutes tes caries. Tu vas avoir un beau sourire. Pour le contrôle de la voix, donc quand l'enfant commence à ne arrêter. Donc une fois, on reprend d'une façon classique. Donc tout ce qui est hausser la voix, donc ou bien lire l'enfant, il faut avoir un accord du parent. Donc, cette méthode demande l'accord des parents, surtout si elle doit être appliquée sur la durée du soin. Et vous avez la méthode musclée, c'est le hand over the mouth. C'est une méthode un petit peu musclée, comme je l'ai dit. C'est une technique d'interception des comportements qui sont inappropriés. C'est pour les enfants qui sont super capricieux. Elle est utilisée en dernier recours, quand toutes les autres méthodes ont échoué. Son objectif, c'est d'aider un enfant hystérique, turbulent, donc à regagner son calme, afin que les techniques de communication puissent être remises en œuvre. Donc, utilisez uniquement, donc chez un enfant en âge de comprendre. Je vous ai dit, des méthodes de contrôle de comportement, il faut les utiliser chez des enfants qui sont en âge de comprendre. Et surtout, avoir l'accord du parent. Les écrits sont contenus par la main du praticien. Les cris, ils vont être contenus par la main du praticien. Le temps donc, est maintenu par l'assistante. Donc, vous faites preuve d'autorité. C'est vous contrôlez la situation, donc ce n'est plus lui. Donc, vous mettez la main, vous mettez la main sur la bouche. Les gestes, il ne faut pas l'étouffer. Et aussi, donc, vous haussez le ton. L'assistante ou le parent donc, qui vient vers l'enfant, il faut lui expliquer que vous êtes le maître, qu'il est là, qu'il faut qu'il fasse preuve d'un minimum de coopération, donc et d'un minimum aussi de comportement serein pour pouvoir réaliser votre soin. Donc pour cette technique, il faut vraiment avoir un consentement éclairé écrit. C'est-à-dire que le patient, les parents, que vous allez utiliser des méthodes de communication verbale, vous expliquez ce que c'est que la communication verbale, que vous allez utiliser des méthodes de contrôle de comportement et vous expliquer ici. Il faut avoir des consentements éclairés pour tout. On ne sait jamais, donc on ne sait jamais sur qui vous pouvez tomber. Alors, tout ce qu'on a expliqué, c'est pour des enfants dans des situations, dans un développement comportemental qui est normal, dans des anxiétés qui correspondent à l'âge du développement cognitif. Par contre, on peut être confronté à des situations
anormales, à des situations où l'enfant a un comportement anormal, a un trouble psychologique, a un traumatisme antérieur et que toutes ces techniques échouent. Donc, même si vous utilisez ces techniques, elles vont échouer. Dans cette figure, on peut utiliser d'autres techniques telles que l'hypnose et des thérapies complémentaires, donc la respiration, la relaxation. Donc, mais ça demande une formation, ces techniques demandent une formation particulière donc, du praticien. Et en échec de toutes ces thérapeutiques psychologiques et psychiques, là, on va passer aux techniques de sédation, que ce soit des techniques de sédation consciente ou bien des techniques de sédation profonde sous anesthésie générale pour des enfants qui ont eu des traumatismes, qui ont des soins, donc, ou qui sont à un âge où ils ne peuvent pas coopérer. Dans tout ce qui est approche comportementale, vous allez la construire, la bâtir au cours de la première impression. En fait, c'est la première impression. Première consultation, donc il faut cerner donc, le comportement. Donc elle va vous aider à cerner le comportement de l'enfant, le comportement du parent et à adapter une prise en charge adéquate. Donc soit vous utilisez des techniques de communication verbale, donc si elles fonctionnent, donc le parent donc, est d'un grand secours. Donc vous allez faire des présentations des instruments, donc l'aspiration, donc moi l'aspiration chirurgicale ou l'aspiration salivaire, je dis que c'est l'aspirateur des dents. Il faut toujours commencer par des actes qui sont non invasifs, c'est-à-dire un polissage, un nettoyage de la dent, donc l'utilisation de brossettes. C'est des gestes qui vont conditionner favorablement au soin. Et motivation donc, à l'hygiène alimentaire et donc, la première donc, consultation, donc il faut déterminer le scarieux individuel de votre enfant, voir s'il y a une nécessité de supplémentation fluorée. Donc pour ce qui concerne son approche comportementale, l'approche comportementale qui lui correspond. Aussi, alors en ce qui concerne l'anesthésie, l'utilisation de l'anesthésie, il faut savoir que l'enfant ne doit pas avoir mal. Il serait plus intelligent de conditionner l'enfant à faire une anesthésie que de travailler et lui faire mal. Et là, donc, il ne pourra plus coopérer. Il ne voudra plus venir parce qu'il a une expérience nocive. Il a une expérience désagréable vis-à-vis du soin. Donc, utiliser l'ensemble des techniques, distraction, communication non verbale, donc là, pour conditionner favorablement le déroulement de votre soin. Donc, quand il n'a pas mal, par exemple, il faut le conduire à faire une anesthésie, vous pouvez le distraire, vous pouvez distraire l'enfant, ne pas lui montrer l'aiguille en elle-même, mettre un rouleau de coton, donc votre assistante, vous lui dire la piqûre d'un mousse, fermer les yeux, mettre des lunettes, et réaliser votre anesthésie et lui expliquer les effets d'anesthésie. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas juste injecter le produit. Donc, je vais te mettre une potion magique. Potion magique, tu vas sentir des fourmis parce que les enfants ne connaissent pas, ils vont commencer à pleurer dès qu'ils sentent une fourmi ou une lourdeur. Je ne peux plus sentir. Il faut avoir le miroir juste en face pour lui expliquer que voilà, tu n'as rien, c'est juste une sensation, c'est juste fait de la potion magique pour que ta dent s'endorme. Et pour un enfant qui est plus âgé, qui a 10 ans, donc là, vous expliquez que juste c'est pour qu'il n'ait pas mal, que vous allez injecter un produit, que vous allez faire une petite injection, donc c'est pas mal. Vous mettez toujours chez l'enfant un lit de contact. Toujours. Ne mettez pas le spray directement, utilisez une boulette de coton, par compression. Donc, vous allez faire l'anesthésie chez l'enfant, on va vous l'expliquer long et en large. Vous avez aussi des petites porte-aiguilles en forme de crocodile, des instruments qui seront adaptés à l'enfant aussi, qui peuvent vous servir aussi pédagogiques. En ce qui concerne donc le praticien. Le praticien donc est l'enfant. Il faut savoir que les enfants sont une population difficile à traiter. C'est une population qui nécessite beaucoup de temps pour être traitée. Il faut voir que la confiance d'un enfant
peut s'acquérir la première séance, mais vous avez des enfants où il faudra plusieurs séances pour pouvoir avoir sa confiance. Ça prend du temps, de l'énergie et il faut beaucoup parler. Et si vous avez des parents qui sont coopérants, ils vont vous faciliter la tâche. À 50% de travail sera fait en amont de la consultation. Essayez d'avoir la première. Malheureusement, pour nous, les enfants se présentent toujours dans le cadre d'urgence. C'est-à-dire qu'ils ont déjà mal. C'est déjà compliqué, ou dans le cadre de la trauma. Donc, c'est déjà compliqué de les prendre en. Donc, la meilleure situation pour une meilleure prise en charge, c'est que l'enfant se présente en dehors d'un épisode infectieux, d'un épisode douloureux, en dehors d'une expérience nociceptive, pour qu'on puisse le prendre en charge, lui tenter lors de la première consultation, on ne le touche pas, on lui présente les instruments, donc on lui fait un petit polissage, d'où la nécessité de motiver les parents. Donc les parents les plus intelligents vont vous amener l'enfant à un stade. Il y a une petite caritine, donc on ne peut pas toucher, on ne va pas toucher, donc on a un petit cylindre, donc ça ne va pas faire mal. Donc là, on conditionne favorablement l'enfant aux soins. Ce que je tiens aussi, donc le message que je voudrais faire passer, c'est que adapter le langage qui correspond à votre enfant. Donc, il peut correspondre, c'est-à-dire le langage, vous parlez en français, en arabe, en kabyle, en berbère, n'importe quelle. L'essence, c'est d'arriver à communiquer avec l'enfant. Et ce qui est très important, le rôle, les parents sont la pierre angulaire dans la prise en charge d'un enfant. Plus vous avez des parents bienveillants, plus les soins vont bien se passer. Plus les parents sont démissionnaires, le soin va mal se passer. Mais il faut savoir que les alternatives de la communication non verbale, au renforcement, aux techniques d'hypnose, on a quand même un éventail de solutions qui vont nous permettre de mieux prendre en charge notre enfant. Madame, s'il vous plaît, si on fait une crise de colère en pleurant, on suspend le soin jusqu'à ce que l'enfant se calme. Il faut chercher le calme de l'enfant. Donc, les seules situations où la seule situation où vous ne pouvez pas, c'est dans le cadre de l'urgence. Donc, si vous devez, il faut maîtriser l'enfant, il faut utiliser les techniques de contrôle du comportement. Mais s'il fait une crise de colère, dans un premier temps, il faut essayer de calmer l'enfant. Il faut essayer de suspendre le soin pour pouvoir entamer le soin en sérénité. Donc, vous arrêtez, vous essayez vous-même. Sinon, vous demandez aux parents d'essayer. Si ça continue, là, vous suspendez la séance de soins. S'il y a une urgence vitale, on continue le soin à l'accord des parents. Donc, et là, on va utiliser des méthodes de contrôle du comportement.